Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors comme vous le savez tous, hier on a eu le droit au discours de notre président Emmanuel Macron. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était là pour nous foutre les chocottes. Ah mais c'est un truc de fou, à chaque fois qu'il nous parle celui-là, c'est pour nous faire peur. On commence à avoir l'habitude. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Non mais jusqu'à où on va nous prendre pour des idiots? Est-ce que ça va s'arrêter un jour ce petit jeu là? Comment est-ce que la Russie, qui n'est pas capable de prendre l'Ukraine depuis plus de 10 ans, serait en capacité de prendre par exemple l'Allemagne, la France ou l'Italie? Je veux dire, réfléchissez-y! Ils n'arrivent pas à passer les Ukrainiens. Comment ils seraient capables de nous passer nous? Nous on a la dissuasion nucléaire de notre côté. Bref, en tout cas, il veut nous faire peur, il veut qu'on ait les chocottes comme je vous l'ai dit, parce que maintenant, il est venu le temps de nous demander de l'argent, voilà. Au plus on a peur, au plus on est apte à donner sans réfléchir. Regardez, maintenant on nous parle d'économie de guerre. Et écoutez bien le genre de blague qu'on commence à nous glisser. C'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie finalement sache financer un effort de guerre. Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France, mais ça veut dire qu'il y a un consensus dans le pays et une conscience partagée que cette situation très grave nécessite des moyens exceptionnels. Mais vous n'avez vraiment pas de honte, hein? Vraiment pas de honte. C'est une dinguerie de simplement proposer ce genre de truc. Ils veulent se servir de notre peur de ce qui se passe en Ukraine pour nous sucrer nos retraites. Dites-vous bien qu'il y en a qui n'atteindront jamais 70 ans. Et ça représente énormément de monde chez les pauvres. Mais attendez, parce que ce n'est pas fini. Vous sucrez vos retraites, ce n'est pas la seule solution pour venir prendre l'argent dans vos poches. Il y a forcément de l'argent public, on ne va pas s'y dérober. Il y a évidemment des mutualisations européennes, c'est l'objet du Conseil européen. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, mobilisation volontaire. Des programmes d'armement, c'est de l'industrie. En plus, c'est de l'industrie française, on n'achète pas à l'étranger. C'est de la création de richesse sur le territoire national. Donc appeler les Français à mettre de l'argent sur des pour équipements l'armement. de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20. Un porte-avions, c'est 40 années. Ça veut donc dire que vous pouvez amortir. Donc là aussi, c'est une réflexion avec Éric Lombard. Emmanuel Macron nous a demandé de l'introduire. C'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, alors c'est patriotique, donc on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je ne suis pas ministre d'économie et finances, mais de se dire que cet argent-là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée. Puisqu'on parle de... Non mais attendez, mais on est des clochards ou ça se passe comment là? Qu'est-ce qui est arrivé à notre pays? On va faire la manche maintenant pour payer nos équipements militaires? Non, c'est une folie. Et le pire, messieurs dames, c'est qu'on n'est même pas en guerre, hein. Ils sont tous en train de nous parler d'économie, d'efforts de guerre,
guerre, mais nous ne sommes pas en guerre. J'ai trouvé le discours sur le fond inutilement inquiétant et excessivement inquiétant. Aller dire que la menace aux frontières, c'est la menace russe, c'est une menace. Voilà, ce qu'il a dit sur les interventions russes, sur nos réseaux, etc., tout ça est juste. De là à dire que les Russes sont aux frontières de la France, pardon, ils sont même pas capables d'écraser les Ukrainiens. Alors, considérer qu'ils seraient capables d'écraser l'ensemble du bloc occidental, ça n'existe pas, cette histoire. La menace russe, elle existe à travers l'arme atomique, notamment l'arme atomique de champ de bataille, puisqu'on dispose. Mais aller dire que les Russes peuvent arriver aux frontières, j'allais dire même de l'Allemagne, tout ça est faux. Et c'est excessivement inquiétant, comme s'ils voulaient dramatiser à des fins quasiment de politique nationale. C'est le sentiment que ça donne. Comme d'aller raconter 100 milliards au budget de la défense. Enfin, je vous rappelle qu'en pleine guerre froide, on n'a jamais mis 5% du PIB dans la défense du pays. Mais oui, mais c'est évident. Il y a des milliards qui passent de pays en pays. Il y a des intermédiaires qui sont en train de s'en mettre plein les poches. Et ces gens-là, c'est dans leur intérêt direct qu'on ait peur. C'est dans leur intérêt direct qu'on fasse n'importe quoi et qu'on prenne des décisions irrationnelles. Comme ça, ils continuent à s'en mettre plein les poches. Vous voyez pas que Macron, depuis qu'il est élu, il nous fait ça. Avec lui, c'est crise sur crise. Et à chaque fois, sa solution, c'est la même. Il faut que nous, on se serre la ceinture. Alors que la vérité, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron a détruit notre industrie. Maintenant, ils viennent nous demander de l'argent alors qu'ils ont vendu tout ce qui est rentable pour notre pays. Eux, Emmanuel Macron et compagnie, ce sont des millionnaires. Et nous, on a du mal à remplir notre frigo en fin de mois. Notre souveraineté est à portée de main. Ça a l'air de vous faire rire, même sourire, monsieur le ministre, mais il faut s'en donner maintenant les moyens. L'effondrement des capacités industrielles françaises est aujourd'hui généralisé. Pendant vos 5 premières années à la tête du pays, vous aviez déjà rempli le cimetière des savoir-faire perdus avec 12 000 emplois détruits dans l'industrie. Et depuis 2022, vous redoublez d'efforts. L'année dernière, plus de 107 usines ont fermé et 66 000 entreprises, à 90% des TPE, ont mis la clé sous la porte. La désindustrialisation et les délocalisations, c'est le credo de votre politique qui repose sur la casse du droit du travail. L'État a été condamné à l'impuissance du fait de votre adoration du marché. Vous avez privé la France des moyens productifs nécessaires à son indépendance. En matière de défense notamment, vous n'avez eu de cesse de brader des fleurons. Vos grandes déclarations sur le déploiement d'une économie de guerre face au revirement de Trump sont donc au mieux immodestes, au pire dangereuses. Vous légitimerez désormais l'austérité par un effort de guerre pour lequel vous n'avez aucune stratégie adaptée à la réalité. Quant aux fonds européens annoncés, ils serviront d'abord à acheter du matériel états-unien, aggravant la dépendance dont vous prétendez désormais nous libérer, puis à offrir des débouchés à l'industrie militaire allemande. Ironie du calendrier dans l'Isère, 5 000 emplois sont menacés par la fermeture de Vancorex que vous refusez de soutenir, même temporairement. La guerre que vous menez réellement, celle-là sans la nommer, c'est une guerre sociale. Vous participez tacitement à des avalanches de licenciements, 2 millions en 40 ans, qui détruisent des vies et des familles. Pourquoi? Parce que votre seul but, c'est de ne surtout pas contrarier cette grande opération d'appropriation des richesses produites par les travailleurs. Le géant du pneumatique Michelin, après avoir laissé sur le carreau 1254 personnes à Vannes et à Cholet, a ensuite versé au capital et en toute impunité des dividendes records de 1,47 milliard d'euros. Vous subventionnez directement le capital avec de l'argent public à hauteur de 200 milliards par an, sans la moindre contrepartie. Votre aveuglement est à l'origine d'un désastre économique qui creuse le déficit de la balance commerciale française à 81 milliards d'euros. Il faut donc un protectionnisme solidaire et écologique, des droits de douane qui protègent nos industries d'une concurrence déloyale fondée sur le non-respect des droits humains et l'extractivisme forcené. En 2020, Macron déclarait encore que nous étions en guerre. C'était la guerre sanitaire cette fois-là. Pourtant, l'automne dernier, on apprenait que le laboratoire Sanofi s'apprêtait à vendre, sous votre regard complice, le Doliprane à un fonds d'investissement états-unien. Les pénuries de paracétamol et avant elles, celles de masques ne vous ont donc manifestement rien appris. Pour protéger l'indépendance sanitaire nationale, pour se préparer aux pandémies, il faut nationaliser les entreprises critiques. Ce doit être fait dans tous les secteurs où un contrôle
contrôle public est nécessaire. Notre souveraineté est à portée de main. Ça a l'air de vous faire rire et même sourire, monsieur le ministre, mais il faut s'en donner maintenant les moyens. Contre votre économie de la guerre, nous allons construire une économie de la paix. Non, mais quand je vous dis que les députés de la France Insoumise sont les dernières personnes censées dans ce pays, ce n'est pas pour rien. Économie de la paix, c'est quand même un autre symbole que leur fameuse économie de la guerre. Bon, et maintenant on va passer sur un autre sujet, mais on va rester un peu sur LFI. On a Aurélien Lecoq, député LFI justement, qui est venu nous dénoncer une escroquerie. Et écoutez bien, ça vous concerne sûrement. Je veux dénoncer le racket dont vous êtes victime. De quoi parle-t-on? Vous avez sans doute déjà observé sur vos comptes en banque des frais d'intervention, des frais de découvert. Cet argent, il vous est volé pour être mis dans les poches des banquiers et des actionnaires qui s'en servent ensuite pour se servir des dividendes absolument monstrueux. C'est l'information qui vient de tomber. Les dividendes mondiaux ont battu un nouveau record en 2024 en atteignant 1700 milliards de dollars, soit 100 milliards de plus que l'année précédente. Mais d'où vient cet argent? Oui, l'augmentation des dividendes est en grande partie portée par le secteur bancaire qui s'en met plein les poches. C'est le cas aussi en France où les dividendes ont là aussi battu un nouveau record avec 100 milliards l'année dernière. Mais comment cet argent font ces banques? Elles ont plein d'activités, mais parmi celles-là, celui de vous escroquer de l'argent avec les frais bancaires fait partie des premières. C'est 6,5 milliards qui ont été pris sur votre dos l'année dernière. Pour les catégories les plus pauvres, c'est près de 300 € d'argent ponctionnés par an en moyenne. Ces frais bancaires, ils continuent à exploser. Ils devraient augmenter de nouveau de 5% l'année prochaine. C'est un véritable scandale. Et pourtant, dans d'autres pays européens, ça ne se passe pas comme ça. En France, c'est plus de 15 fois les frais qui existent en Allemagne, près de 8 fois les frais qui existent en Italie. Alors, il y a un moment, ça suffit, le règne des banquiers, c'est terminé, il est temps d'encadrer et de plafonner. Ah, mais c'est très simple. Si ça se passe dans notre pays et pas dans les autres pays, c'est parce que notre gouvernement nous vend. Et en plus de nous vendre, ils nous prennent pour des pigeons. Tout est bon pour nous prendre notre argent. Tout. Vous vous demandez pourquoi on a tant de mal à vivre dans ce pays, mais c'est parce qu'on nous prend de l'argent dans tous les sens. Regardez, je vous donne un autre exemple. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'acheter du pain, eh ben sachez que bientôt, vous allez payer le papier qui va avec le pain. Mais vous n'allez pas payer sa valeur, parce que ça ne vaut rien. Vous allez payer une taxe qu'on va mettre par-dessus. Bonjour, je voudrais une tradition sur les... Du papier pour les baguettes, un petit sac pour les viennoiseries ou une boîte en carton pour les pâtisseries. Des emballages désormais taxés dans les boulangeries. Chaque jour, cette retraitée achète sa baguette tradition. Elle est prête à changer ses habitudes. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ce papier? On arrive à la maison et on le met dans la poubelle recyclable. Mais bon, voilà. Donc non, moi, je peux m'adapter tout en fait. S'il faut retirer le papier du pain, moi, ça ne me gêne pas outre mesure. Le croissant, c'est autre chose, mais sur la baguette, on la prend dans la main comme ça. C'est pas contraignant. D'autres clients pourraient choisir de revenir au sac à pain. Une bonne mesure, ça serait d'utiliser une chaussette qu'on utilise en fait toutes les semaines ou tous les mois, de façon à préserver l'environnement, mais aussi garantir l'hygiène en fait au niveau du transport du pain ou de la baguette. Hein. Objectif de cette nouvelle taxe, réduire les emballages pour préserver l'environnement. Ce boulanger ne veut pas augmenter le prix de sa baguette, mais il va payer 0,75 centimes pour chaque passage en caisse. Il a fait ses calculs. J'ai 160 711 passages en caisse, multiplié par 0,0075, ça me fait 1205 € de taxes supplémentaires. C'est ce que Frédéric Gauthier va payer chaque année et ça le met en colère. C'est une charge qui vient se rajouter, c'est un cumul de charges. On a aussi nos matières premières qui ont beaucoup augmenté, donc c'est toujours un coût supplémentaire. Les fromagers, les bouchers et les charcutiers sont aussi concernés par cette nouvelle mesure qui permettra de financer le développement du tri sélectif. Non mais on va financer le tri sélectif en faisant payer les emballages dans les boulangeries? Mais n'importe quoi. Déjà qu'ils sont soumis à une concurrence déloyale de fou. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant quand vous rentrez dans un supermarché, il y a toujours un coin boulangerie. Mais alors maintenant, ils vont devoir faire payer à leurs clients l'emballage. Mais
va tous les ruiner, voilà ce qui va se passer, on va tous les envoyer au chômage, les boulangers. À force d'appuyer, comme ça, on va finir par les couler. Attendez, l'électricité qui s'est enflammée, la concurrence déloyale, le prix des matières premières qui s'est enflammé aussi. Oh, laissez-les souffler, les pauvres. Dans 20 ans, on n'a plus de boulanger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes en train de flinguer leur métier. Et attention, hein, moi je suis à fond pour les trucs écolos, tout ça, sauver la planète. Mais quand même, il faut commencer par remplir le frigo, il faut commencer par nourrir ses gosses. L'écologie, oui, mais pas au prix de nos vies. Bon, et pour terminer sur un sujet qui n'a rien à voir, les amis, on va se regarder un petit extrait de Jean Messia. Regardez-le moi, celui-là, Jean Mito. Attention, il est en forme. Chers amis, bonjour. Décidément, on ne peut plus se balader à Paris au soleil, en famille avec son petit garçon, son nourrisson, sans se faire alpaguer par des connards de militants d'extrême gauche, des antisémites qui me traitent de sale juif, qui me traitent de sale sioniste, qui me traitent d'islamophobe, qui me traitent de raciste. Donc évidemment, comme je ne suis pas homme de nature à me laisser faire, je leur ai rentré dans le lard en les arrosant copieusement des mêmes injures que les leurs. Et on a failli en venir au bras. Et puis après, ils se sont carapatés, puisque comme vous savez, l'extrême gauche et la racaille ont ce site commun que s'ils ne sont pas à 25 contre un seul, eh bien ils refusent le combat. Voilà, j'ai appelé la police est en train d'arriver et je crois même qu'ils sont en train de les poursuivre. Un grand merci aux policiers et aux 17 pour leur réactivité et vivement qu'on arrive au pouvoir, qu'on nettoie les rues de ces nuisibles. Je vous embrasse et vive la France. Mais il en a pas marre d'inventer des histoires, celui-là. Il est en train de nous dire qu'il s'est fait embrouiller par un groupe d'individus qui ont finalement fui devant lui. Alors déjà là, Jean Messia tout seul qui fait fuir un groupe d'individus, la crédibilité de l'histoire part très mal. Mais là où j'ai vraiment compris qu'il était en train de mytho, c'est quand il a entendu la sirène de police et que ça lui a donné l'idée de rajouter la police dans son histoire. Allez-y, réécoutez-le. Au début, il n'y a pas de police dans l'histoire, et quand il entend la sirène de police, il la rajoute dans son histoire. Mais c'est signé d'un M. Le M de mythomane, le super-héros des mythos. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.